Bonsoir à tous, bonsoir à chacune et à chacun. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire du CECI consacré ce soir à Copernicus, hein, le regard de l'Union européenne sur notre Terre et sur le monde. Le CECI, je le rappelle, est un observatoire, un laboratoire d'idées qui s'intéresse aux modalités de mise en œuvre de la citoyenneté européenne, mais également des stratégies d'européanisation sur les différents territoires. Et pour ce faire, le CECI prend en compte, par une analyse, les identités multiples qui caractérisent les personnes, les citoyens que nous sommes. Un axe central, le CECI cible la création du sentiment d'appartenance à l'Union européenne, ses évolutions et ses freins, ainsi que la mise en pratique concrète du principe de subsidiarité. Et bien évidemment, l'existence de l'Union européenne passe pour le CECI par une nécessaire éducation des adultes et des jeunes. Et vouloir parler de citoyenneté européenne amène bien évidemment aussi à parler des grandes questions qui touchent à la fois l'Union européenne, bien sûr, mais aussi notre monde, les complexités de notre monde. Et ce soir, justement, ce sont de grandes complexités qui nous intéressent. Copernicus. Copernicus, alors je disais les yeux de l'Europe sur la Terre, hein, c'est un peu la traduction directe du slogan qui est annoncé par l'Union européenne. Euh, un Copernicus qui a un rôle important de surveillance. Alors je pense particulièrement à l'atmosphère, je pense... Ah, pardon, j'entends des bruits lointains. Je continue, je ne sais pas si vous m'entendez bien, faites-moi un signe si ça fonctionne bien. Je disais que Copernicus, c'était une surveillance dans plusieurs domaines, c'est aussi plusieurs services. Copernicus s'intéresse, alors je le dis d'une traite, mais je vais permettre à nos intervenants de développer, bien sûr, une interrogation sur l'atmosphère, notre atmosphère, le réchauffement climatique, les sursauts de ce climat que nous subissons par moments, l'environnement marin qui est essentiel au travers des énergies, au travers de la ressource halieutique, mais aussi, je crois, et on nous le dira tout à l'heure, le comptage des espèces de poissons, par exemple. Et ce n'est pas que ça, Copernicus, c'est aussi la surveillance des frontières, le soutien à l'action externe de l'Union européenne, entendez par là les affaires étrangères, et particulièrement un sigle que nous connaissons les uns et les autres, qui est le sigle de Frontex. L'Union européenne, surveillance de notre territoire, de nos frontières, certes, mais aussi une aide humanitaire. Copernicus, c'est aussi ce soutien à l'aide humanitaire que l'Union européenne peut déployer au travers du monde. C'est un élément important de ce que l'on appelle la géo-intelligence. Alors, cette géo-intelligence, eh bien, on demandera à nos intervenants de nous en parler et de nous dire ce que cela veut dire. En tout cas, Copernicus est un élément central de la stabilité de notre monde, mais c'est aussi ce qui assure, et ça c'est important, la souveraineté, le dessein spatial de notre Union européenne. Pour en parler ce soir, nous avons trois intervenants, trois invités, et je remercie les trois personnes qui ont accepté de venir nous parler de Copernicus. Je voudrais tout d'abord parler de Corinne Derval. Corinne Derval, vous êtes, et vous nous direz ce en quoi ça comporte, vous êtes gestionnaire de portefeuille et d'intelligence de marché à Mercator Ocean. Donc vous nous direz à quoi ça correspond. Et puis nous accueillons avec grand plaisir quelqu'un qui est installé à Brest, tout au bord de l'océan, Sophie Cordillier. Et Sophie Cordillier, vous êtes chargée de mission dans un booster. Alors vous nous direz ce qu'est un booster, le booster Mort Espace.
Alors, j'ai crois savoir aussi que vous êtes une sorte de relais proche de l'océan Atlantique pour l'agence Copernicus, si on peut parler d'agence. Et nous attendons, mais il est un petit peu loin parce que il est arrivé Revenez, merci. à Panama et c'est l'intervenant de la Commission européenne, si je puis dire, en tout cas le Je suis là. support qui est arrivé. Ben, je suis là depuis un Ah, moment déjà. pardonnez-moi, je ne vous voyais pas à l'écran. Ben, merci Stéphane Ourevitch d'être présent parmi nous. Alors vous êtes loin, hein, vous êtes à Panama, je crois, et vous êtes superviseur et gestionnaire communautaire de Copernicus, c'est-à-dire le bureau de soutien spatial de l'Union européenne. Et ce que nous appelons entre nous assez facilement la DG Défi. Voilà. Voilà pour une courte présentation. Je vais tout de suite vous laisser la parole une fois que je vous aurai dit que ce webinaire sera dès sa fin publié, diffusé sur la chaîne YouTube du CECI. Alors, on peut commencer, je crois, et ce serait de bonne loi, de commencer par une présentation générale de Copernicus. Qu'est-ce que Copernicus? En quoi cela comporte? Ce que je viens d'annoncer comme compétences, comme services proposés à la fois aux États, à l'Union européenne bien sûr, mais aussi aux citoyens, en quoi cela apporte des éléments du mieux-être, du mieux-vivre, mais aussi d'une sécurité pour les citoyens européens que nous sommes. Stéphane Mourevitch, je vous donne et je vous propose de prendre la parole. Merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien malgré la distance Oui, très très bien. euh, et que vous voyez mon écran. Donc, je vais commencer par vous donner une introduction générale de Copernicus et le replacer dans son contexte. Alors, je vous prie par ailleurs d'accepter nos excuses. Notre organisation à laquelle j'appartiens n'est en place que depuis 2 mois. On n'est pas encore tout à fait 100% opérationnel, donc vous aurez un peu de franglais dans les diapositives. Certaines contiennent encore quelques titres en anglais, mais bon, je pense que ça se passera bien quand même. Donc, le premier point est Copernicus est un des composants de quelque chose d'encore plus large qui s'appelle le programme spatial de l'Union européenne et qui, outre Copernicus, dont je vous parlerai en plus de détails, comprend une composante de radionavigation avec Galileo et EGNOS. Alors, pour faire simple, on pourrait dire c'est le GPS européen. Sauf que c'est mieux, ça, c'est plus précis. C'est pas sous le contrôle des militaires, c'est sous le contrôle de la Commission européenne. Et ça comporte toute une série de fonctions qui n'existent pas dans le GPS. Vous avez aussi SSA, qui veut dire surveillance de l'espace, et il s'agit de vérifier à la fois que on essaie de gérer au mieux le problème dont on entend parfois parler à la télévision, des débris spatiaux. Il y a de plus en plus d'objets qui volent autour de notre planète qui orbite. Certains sont des satellites, mais d'autres sont des résidus de satellites qui ont explosé en vol ou que les Russes ou les Chinois ont fait exploser en essayant des armes anti-satellites. Donc c'est un vrai problème puisque quelque chose de gros comme un boulon peut mettre hors service vu sa vitesse un satellite de télécommunication ou un satellite militaire ou même un des satellites de Copernicus. On a eu des cas où on a dû bouger nos satellites changer d'orbite parce qu'on savait qu'il y avait un risque direct de collision. Et puis GovSatcom et son pendant, mais qui est pas encore, qui est en cours de développement, qui s'appelle Iris 2, qui est un programme de télécommunication par satellite. Il s'agit de faire disparaître à jamais les trous noirs, ou plutôt les zones blanches sur le territoire européen, mais aussi en Afrique, et d'offrir une couverture euh, de données, donc Internet, à l'ensemble des populations, des entreprises et des acteurs gouvernementaux, et une composante particulièrement sécurisée qui fait appel aux toutes dernières technologies. Aujourd'hui, nous sommes donc là pour parler de Copernicus. Copernicus est une initiative qui vient de fêter ses 25 ans. Elle a commencé, elle s'appelait GMES, ce qui voulait dire dans ses initiales anglaises, Monitoring Global pour l'environnement et la sécurité, où il y avait les deux versions, Monitoring Global pour la sécurité environnementale. Et c'est un projet qui est né donc sous la houlette de la Commission européenne. J'insiste parce qu'il y a tellement de gens qui disent ah oui, le Copernicus, le truc, les satellites de l'Agence spatiale européenne. Non, c'est la Commission européenne
Je reviendrai sur les satellites de Copernicus, mais la Commission ou l'Union n'est propriétaire de presque rien. Quelques immeubles qu'elle est en train de vendre, aucune voiture, tout est loué, aucun ordinateur, tout est en leasing, aucune imprimante, aucune photocopieuse, tout est loué, tout est en leasing. La seule chose dont elle est propriétaire, ce sont les satellites Copernicus et les satellites Galileo, dont les types de propriété se trouvent dans les coffres-forts des bureaux de hauts fonctionnaires de la Commission à Bruxelles. Donc Copernicus, c'est un programme phare de l'Union européenne, et comme je le disais, c'est bien la Commission européenne qui le dirige. Pour vous donner une petite idée, j'espère que je vous convaincrai, mais on a fait le calcul, Copernicus, ça coûte environ 2 euros par citoyen de l'Union européenne et par an, prix d'un café. Et j'espère pouvoir vous donner une idée de tous les bénéfices que ça apporte, tant des bénéfices pour ce qui est du suivi du changement climatique, la protection de l'environnement, qu'il soit terrestre ou marin, que la gestion des crises et des désastres, la sécurité, j'en passe et des meilleurs. 2 euros par an, voilà ce que ça coûte. Et c'est à mon sens avec quelques autres choses comme le roaming dans toute l'Union européenne ou des lois sociales harmonisées, ça fait partie de ces choses où on peut se dire que d'abord, ça n'existerait pas sans l'Europe. Et personnellement, ça me rend particulièrement fier et heureux de payer ces 2 euros d'impôts chaque année quand je vois à quoi ça sert. Et ça sert pas seulement en Europe et aux Européens, c'est pas un truc égoïste, ça sert au monde entier. Je suis ici à Panama, participant à une conférence dans le cadre de l'union digitale entre l'Union européenne et l'Amérique latine et les Caraïbes. On est en train de discuter de comment ces pays peuvent utiliser Copernicus pour un développement plus harmonieux et plus respectueux de l'environnement. Donc, comme vous le voyez sur ce schéma un peu spaghetti, il y a beaucoup d'intervenants. Alors, il y a effectivement l'Agence spatiale européenne, effectivement l'Agence européenne de gestion des satellites de météorologie, EUMETSAT, toute une série d'institutions comme le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, qu'on appelle en anglais ECMWF, Mercator Océan à Toulouse, dont nous avons avec nous une représentante distinguée, et elle vous expliquera. Mais donc, vous voyez toute une série d'entités qui sont chargées de développer par délégation de l'Union européenne, de la Commission, dans le cadre d'accords par laquelle la Commission les finance et fixe les spécifications, le niveau de service qu'ils doivent fournir en échange de ce financement public. Donc c'est une organisation très compliquée, mais une organisation qui fonctionne vraiment et produit toute une série de bénéfices qui sont tangibles, que ce soit pour nous préserver des feux de forêt, des inondations, au moins nous permettre de prendre des précautions, que ce soit pour savoir précisément ce qui se passe avec notre climat, que ce soit pour surveiller la qualité des eaux côtières, des eaux riveraines. Le nombre d'applications, le problème c'est qu'il faudrait 2 heures pour toutes vous les présenter. Donc je vais essayer de vous donner que quelques exemples. Alors, Copernicus, c'est plusieurs composants. Le premier, c'est une composante de données qui viennent de satellites, à la fois de satellites qu'on appelle les sentinelles qui appartiennent à l'Union européenne et font partie du programme Copernicus, mais aussi des satellites tiers appartenant soit à des partenaires, la NASA par exemple, soit à des entreprises privées comme Airbus, pour ne donner qu'un exemple. Des données aussi in situ, c'est-à-dire des capteurs qui se trouvent dans la mer, dans les rivières, des jauges, des systèmes de mesure de qualité de l'air qui se trouvent sur le toit des immeubles ou sur des autobus dans les grandes villes européennes. Donc des données, des services qui utilisent ces données pour fournir de l'information. Et de l'information, c'est à la fois une information sur le passé, mais aussi de l'information sur le présent. Et comme je pense, on vous le dira tout à l'heure dans le cadre de la présentation du service marine de Copernicus, des prévisions qui vont de 4 à une dizaine de jours et qui sont particulièrement utiles tant pour des applications de type industriel que pour le bien-être des citoyens. Par exemple, le service atmosphère de Copernicus donne des informations sur le pollen et vous dit par type de pollen, qu'est-ce qu'il faut s'attendre comme situation dans un point donné du territoire européen dans 4 jours. Si vous avez une allergie, vous prendrez les médicaments nécessaires, vous déciderez de rester chez vous. Là, le bénéfice, il est tout à fait visible et tout à fait tangible. Enfin, dernier élément, l'ensemble de ces données, qu'elles viennent des satellites ou qu'elles soient le résultat du travail des services, peuvent être réutilisées par des administrations publiques, mais surtout par des entreprises et en particulier par des startups
et des entrepreneurs pour développer des nouveaux services. Et on a là aussi des centaines d'exemples. Donc, les sentinelles, les satellites de Copernicus, et elles s'appellent comme ça parce que la personne qui leur a donné ce nom avait écrit un livre qui s'appelait Les Sentinelles de la Terre. Elles sont là pour nous aider à nous protéger quelque part de l'ensemble des dangers que nous devons affronter, et qui soient d'origine anthropologique, c'est-à-dire créés par l'homme, comme le changement climatique, les gaz à effet de serre, etc., mais aussi les dangers qui tiennent aux volcans, aux tremblements de terre, aux guerres, qui eux ne sont pas toujours forcément prévisibles. Donc, nous avons 5 types principaux de satellites. Nous en avons actuellement 7 en orbite. Je vais passer rapidement, mais on vous laissera les diapositives, bien entendu. L'ensemble des données de ces satellites, ou bien l'ensemble, c'est-à-dire à la fois tout ce qui a été produit depuis qu'ils ont été lancés, certains ont été lancés il y a 7 ans. Donc, l'ensemble des données, puis tout ce qu'ils acquièrent au quotidien est disponible dans le nuage, dans le cloud, à n'importe quel citoyen, à n'importe quelle entreprise, à n'importe quelle start-up européenne, par des moyens assez simples. J'ai moi-même fait des études de sciences politiques et je suis capable, depuis mon téléphone, d'aller regarder des images sentinelles d'un incendie quelque part, d'inondation quelque part, sans avoir fait d'études, sans avoir regardé des tutoriels, sans avoir pris de course. C'est vraiment quelque chose de très simple et c'est une révolution majeure que l'observation de la Terre soit aujourd'hui à la portée directement des citoyens. Et par exemple, les journalistes, j'étais au téléphone il y a 2 jours avec une journaliste du journal Le Monde qui voulait quelques elle voulait des éclaircissements par rapport à des visualisations qu'elle avait préparées à partir de données Copernicus pour illustrer les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais de ces derniers jours. Donc, les citoyens, les journalistes sont aujourd'hui capables directement de se brancher sur les données satellites, de les traiter et de les rendre intelligibles tant aux preneurs de décision, aux élus locaux, aux élus nationaux, mais aussi aux entreprises et aux citoyens. Alors, on a une famille de satellites qui s'appelle Sentinelle-1. Et Sentinelle-1, c'est un radar. Donc, le radar, ça voit la nuit, ça voit à travers les nuages, et ça sait distinguer, par exemple, l'huile, le pétrole, de l'eau. Voilà un exemple d'une pollution par hydrocarbures au nord de la Corse, qui est clairement détectable par satellite. Ça permet aussi de voir les icebergs dans la nuit australe ou dans la nuit polaire, de surveiller l'Antarctique. Ça permet aussi de détecter les inondations sur le sol, puisque le sol ne réfléchit pas les ondes radar de la même façon que l'eau. Donc tout un nombre d'applications. Sentinelle-2, c'est un satellite optique. Alors ne vous attendez pas à voir Google Earth. Google Earth, les images qu'ils utilisent, elles font 35 cm de résolution, mais elles sont payantes. Et Google paye plusieurs millions de dollars par an pour les acheter aux gens qui les vendent. Alors que là, c'est des images qui sont ouvertes à tous, qui font 10 mètres de résolution et qui permettent de servir à toute une série de choses, notamment la périmétration de zones brûlées après des incendies et toute une série de choses comme ça. Quelques exemples, ce ne sont pas que des belles cartes postales depuis l'espace. Vous avez les dunes dans le désert d'Oman, vous avez la ville de Grenoble, vous avez la Camargue, vous avez la baie du Mont-Saint-Michel. Une image tous les 5 jours de n'importe quel point du globe en optique et avec toute une série de canaux visuels, je dirais, différents qui permettent d'extraire des informations telles que l'humidité des sols, les zones brûlées, etc., etc. Sentinelle-3, c'est un satellite qui donne une image tous les jours et qui permet à la fois d'obtenir des informations sur la qualité de l'eau dans les océans et sur la Terre. Et là, vous voyez par exemple, c'est très impressionnant, un nuage de sable saharien en mars 2022 au-dessus de la France. Donc tout ça permet de suivre ces phénomènes et de fournir de l'information certaine à tous les services pour nourrir leur modèle. On a un satellite qui s'appelle Sentinelle-5P, P comme précurseur, parce que on va en laisser plus, mais qui mesure toute une série de polluants dans l'atmosphère, le dioxyde d'azote, le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone, les aérosols, c'est-à-dire les particules fines, et qui permet de faire une cartographie très précise, que l'on combine bien entendu avec des moyens in situ qui sont installés dans les villes, mais qui permet de se donner une très bonne idée des lieux qui sont pollués, des sources de pollution. Et on a vu par exemple pendant le lockdown, pendant le confinement de la période de Covid-19,
Oui, une grosse différence entre avant-après sur les niveaux de pollution. Dernier satellite, Sentinel-6, lui, il mesure la hauteur de l'océan. Il nous permet de suivre la montée du niveau de la mer, qui n'est plus à démontrer. Les inondations, chaque fois qu'il y a un ouragan, sont de plus en plus nombreuses. Et suivre ce phénomène de très près, quand je dis de très près, je parle de millimètres. On arrive à mesurer depuis l'espace des montées ou des descentes, parce qu'à certains endroits ça monte, mais à d'autres ça descend. C'est les points bleus sur cette carte. Et ça, c'est utilisé par les scientifiques, et notamment par ceux du GIEC, pour formuler leur rapport sur l'état de la situation et leurs projections sur le futur. Les services Copernicus. Alors, je vais vous parler de quatre d'entre eux. Je parlerai pas du service marine, puisque nous avons un représentant du service avec nous qui en parlera beaucoup mieux que moi. Je parlerai peu du service sécurité, parce que le service sécurité, tout ce qu'il fait, c'est secret. C'est classifié. Ça ne peut pas être révélé au public. Mais pour votre information, il est actif dans trois domaines principaux. Le premier aide au monitoring des frontières. Ça aide à déterminer les zones perméables au passage de migrants illégaux. Ça permet de détecter les bateaux en mer et d'essayer de sauver les immigrés clandestins avant que leur bateau coule. Toute une, toute une série aussi d'applications de surveillance maritime, les pollutions par hydrocarbures, les risques de collision, le suivi de la piraterie, des trafics illégaux, etc. Et dernier, un service de sécurité qui fait à la fois le soutien aux opérations de maintien de la paix, par exemple les plans d'évacuation de citoyens européens dans des pays à risque ou dans des pays en proie à des guerres civiles, qui fait aussi beaucoup dans le domaine de la sécurité environnementale, détection même en Europe, de sites ou de dépôts illégaux d'ordures, de déforestation, et aussi une activité très importante dans le suivi du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. J'en parlerai pas parce que je peux pas vous montrer de produits, malheureusement. Alors, le service de suivi des territoires terrestres, il est principalement orienté vers, en fait, il est mené pour sa composante précise par l'Agence européenne de l'environnement, et il sort des données sur deux grandes familles de choses. La première, c'est tout ce qui touche à l'utilisation des sols et au changement à travers le temps de cette utilisation, et ceci pour suivre, par exemple, ce qui se passe autour et à l'intérieur des zones protégées Natura 2000, des parcs nationaux. Ça sert aussi à voir à quel point le territoire européen se recouvre de béton, qui a des conséquences à la fois sur les îlots de chaleur, mais aussi sur les inondations, puisque l'eau ne peut plus s'échapper puisqu'il y a du béton. Donc là, il y a un produit très important. Autre type, et c'est tout nouveau, un produit qui s'appelle, il n'est même pas représenté sur cette planche, j'ai l'impression, à moins qu'il soit caché par l'écran. La planche n'est pas à jour. Un produit très intéressant qui mesure, grâce au satellite Sentinel-1 radar, les déplacements de nature millimétrique, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, du terrain. Donc, quand une ville s'enfonce à cause du fait que l'aquifère sur lequel elle est posée se vide, ou qu'une carrière qui est en dessous d'Issy-les-Moulineaux en région parisienne s'affaisse, ou que à Gondange des galeries souterraines s'affaissent et mettent en danger des habitations ou des bâtiments industriels ou commerciaux au-dessus. C'est un produit particulièrement utile qui est assez nouveau et dont on commence à découvrir l'étendue des applications potentielles. Ça permet aussi, ça permet aussi je suis désolé s'il y a du bruit, mais je suis dans un lieu public, j'ai plein de gens qui parlent très fort. Donc un atlas urbain qui permet de comparer l'occupation des sols dans toutes les grandes villes et toutes les grandes zones urbaines dans les 38 pays membres de l'Agence européenne de l'environnement. Donc ça va de la Turquie jusqu'à la Norvège, en passant par certains pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, comme la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, etc. Des informations sur la hauteur des bâtiments, qui servent bien entendu à la planification urbaine. Des produits sur les zones côtières, qui sont bien sûr à risque tant du fait du changement climatique, de l'érosion, que de la montée du niveau de la mer. Voilà. Donc le service dont je vous parlais de suivi des mouvements terrestres, où là vous voyez
clairement à un endroit que en rouge, il y a un enfoncement de la région et ça permet de savoir où il faut aller regarder de plus près et où il faut, le cas échéant, prendre des mesures. Plein de produits aussi sur les zones riveraines, donc tout ce qui entoure les rivières, qui sont des zones où la biodiversité est évidemment plus importante qu'ailleurs. Donc le but, c'est de servir la conservation du patrimoine naturel et de promouvoir une biodiversité maximale. Donc tout ça au profit des politiques du Pacte vert, du Green Deal. Un produit qui vient de voir le jour et qui est en cours de développement, qui consiste à utiliser les satellites sentinelles de Copernicus pour suivre les zones herbacées dans les zones protégées Natura 2000. Ces zones sont des habitats importants pour les oiseaux, pour les pollinateurs, les papillons, etc. Donc on lance un projet qui va permettre de faire une mise à jour annuelle et de suivre la bonne santé de ces zones. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui analyse automatiquement les données du satellite Sentinel-2. Je ne parlerai pas du service marine puisque ça va être l'objet de notre présentation. Le service atmosphère, donc on parle ici de qualité et composition de l'atmosphère, de phénomènes climatiques, de radiation solaire. Ah, c'est très intéressant parce que ça permet par exemple à quelqu'un qui veut développer une ferme d'énergie solaire ou mettre des panneaux sur son toit. Il y a des produits spécialisés pour savoir dans le passé quelle est l'irradiation solaire, que prévoit-on qu'elle sera dans le futur, et avec même une prévision à 4 jours. Donc on sait à l'avance est-ce qu'on va avoir de la production dans 4 jours ou pas de production. Des produits aussi comme des prévisions d'ultraviolet. Il y a des petites applications que vous pouvez avoir dans votre téléphone. Vous rentrez votre type de peau, j'ai la peau très claire ou j'ai la peau très sombre. Et comme votre téléphone vous localise, si vous l'y avez autorisé, automatiquement, vous recevez des messages disant vous devriez mettre du SPF 50 et ne pas vous mettre au soleil pendant plus d'une heure parce que demain, euh, un coefficient d'ultraviolet de 10 est prévu dans votre région. De même, dans la composition de l'atmosphère, vous avez des informations, comme je vous le disais en introduction, sur le pollen, où là aussi, en France, une application qui s'appelle Météo Pollen et qui, par type de pollen, donc bouleau, herbe, olive, et j'ai oublié le nom des 4 ou 5 autres types, vous permet de recevoir des alertes personnalisées, localisées, géolocalisées, en fonction du type d'allergie à laquelle vous êtes sujet. Voilà donc les exemples de prévision. L'image est ancienne, mais c'était une prévision à l'époque où on l'a sortie. Et ça, c'est pour le dioxyde d'azote, le NO2. Voilà un autre exemple pour les particules fines dans la région de Grenoble. Donc là, vous voyez une concentration assez forte. Et comme vous le voyez en bas, c'est une prévision. Donc, on peut aller voir dans l'avenir et prendre au niveau local les mesures nécessaires, voire même restreindre la circulation automobile, faire interrompre la production dans certaines usines qui sont fortes productrices de polluants, etc. Le service de changement climatique, j'imagine que vous écoutez tous les nouvelles ou vous lisez la presse. Vous avez dû voir récemment qu'on annonçait que octobre a été globalement le mois le plus chaud de l'histoire. On avait dit la même chose en septembre d'ailleurs, etc. L'ensemble de ces données qui sont des données basées sur beaucoup de sciences, c'est le service changement climatique de Copernicus. Il est produit. C'est ensuite repris par l'agence France Presse, repris par Le Monde, repris par The Times, repris par Reuters, repris par tous les grands médias. Mais c'est la source de ces informations que vous trouvez dans la presse audiovisuelle ou écrite depuis quelques semaines. On devait d'ailleurs, on devait faire quelque chose avec les responsables de service. Ils sont absolument indisponibles. Ils sautent d'une interview à une autre parce que malheureusement, chaque mois, les nouvelles sont les mêmes et elles sont de plus en plus alarmantes. Donc, ce type de schéma que vous voyez souvent dans la presse sont produits par Copernicus. Vous ne le savez pas, mais c'est le cas. Dernier service dont je parlerai brièvement, le service de gestion des urgences ou des crises ou des désastres, où là, vous avez un service qui permet, d'une part, de faire des cartes, de fournir de l'alerte avancée, d'autre part, de faire des cartes. Alors, je vais passer rapidement, mais l'alerte avancée, il y a un observatoire européen de la sécheresse. Là, vous voyez une carte qui date d'août 22, mais on a la même chose pour cette année, les planches n'ont pas été mises à jour. C'est donc un suivi de la situation de la sécheresse
et du risque pour l'agriculture, qui est fait de façon systématique et régulière avec la publication de rapports tout à fait réguliers. Vous avez aussi un observatoire des feux de forêt qui fournit chaque jour une estimation, et là vous avez une prévision à 10 jours, je crois, une estimation du risque d'incendie, parce que le risque est très extrême, grand, très grand. C'est bien sûr très utilisé par les services de secours départementaux et par la protection civile, puisque évidemment on déploiera des troupes sur le terrain, on activera les vigies dans les tours, on fera voler des drones, des hélicoptères, beaucoup plus si on sait qu'on est en zone d'extrême danger que si on est en danger faible. Il y a par ailleurs toute une activité de calcul des surfaces brûlées pour des raisons statistiques et historiques. La cartographie, deux types. À droite en jaune, la cartographie des risques qui permet à des municipalités ou des régions ou des États membres de faire des cartes sur, en quelque sorte, c'est que se passerait-il si? Que se passerait-il s'il y avait un grand incendie à tel endroit? On est en discussion actuellement avec le Grand Sud-Ouest, euh, oui, Sud-Ouest, pour voir avec eux s'il serait pas opportun de faire des cartes sur les emplacements de camping, sur les emplacements d'établissements scolaires, sur les habitations à risque, de façon à prendre des mesures. Et ensuite, on passe à la cartographie rapide. Là, c'est très simple. Il y a un désastre, un événement. La protection civile appuie sur le bouton et 8 heures après avoir appuyé sur le bouton et après qu'on ait reçu des images satellitaires utilisables, il y a production de cartes. Donc, je passe tout de suite, mais les grands feux en Gironde, l'année dernière, on les a couverts. Les inondations, on les a couvertes. Les tremblements de terre, on les couvre. Les ouragans aux Antilles ou ailleurs, ou au Mozambique, parce que c'est un service global. Donc, on les couvre. En Turquie, le tremblement de terre au Maroc, l'ensemble de ces événements que vous voyez en première page des journaux, nous les couvrons avec des images, parfois à très haute résolution, que nous achetons, parce que pour pouvoir dire si telle ou telle maison est endommagée, détruite ou intacte, les 10 mètres de résolution de nos satellites Sentinelle ne sont pas adaptés. Donc, on achète, avec des budgets de plusieurs dizaines de millions d'euros par an, des images au secteur commercial. Donc, on fait aussi, comme je le disais, des études de risque. L'Espagne nous a demandé toute une série de cartes pour calculer, pour évaluer le danger que pourrait poser un tsunami. On a fait la même chose aussi pour les dangers que pourrait poser la montée du niveau de la mer. On a aussi travaillé après l'explosion dans le port de Beyrouth, enfin quasiment l'ensemble des grands désastres, des grandes catastrophes dont vous entendez parler au journal de 13 heures ou de 20 heures. Le service de gestion des urgences de Copernicus les a couverts. Un autre exemple, en Grèce, pour les sites d'Olympie et de Delphes, on a réussi on a fait toute une série de cartes d'évacuation et de vulnérabilité. S'il y a un tremblement de terre, quelles sont les zones vulnérables? S'il y a un incendie de forêt, quelles sont les zones vulnérables, etc. Je vais passer tout ça. Bon, je suis arrivé à ma conclusion pour vous dire que il y a des réseaux, l'Académie Copernicus, qui est un réseau, on va dire, d'universités et de centres de recherche. Et il y a les Copernicus Relay, les relais Copernicus, qui sont plus comme des consulats, qui sont là pour donner de l'information, pour répondre au téléphone et assister, je dirais, il faut pas toujours avoir besoin de téléphoner ou écrire à Bruxelles. Un total de 319 membres, dont certains sont représentés autour de cette table, et je les remercie d'abord d'être là avec nous aujourd'hui, mais aussi tout le travail qu'ils font sur le terrain. Dernier point, le bureau de soutien du programme spatial européen, EU Space Support Office en anglais, est à votre disposition. Si vous envoyez un email en français à l'adresse support@copernicus.eu, vous recevrez une réponse rapide, circonstanciée. On ira chercher l'information chez les experts si nécessaire. Encore une fois, 2 euros par Européen et par an. C'est vous qui payez avec vos impôts. Et c'est une fois de plus, à mon sens, une belle illustration de les grandes choses que l'Europe peut faire et que aucun État membre, enfin, même les États-Unis, n'ont rien d'équivalent à Copernicus. La Chine n'a Copernicus, d'équivalent à Copernicus. Et pour des raisons évidentes, je ne vous parlerai pas de la Russie, qui n'a de toute façon pas rien qui s'en approche. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
m'excuse pour ce non-monologue, mais Copernicus est très compliqué, il y a beaucoup d'éléments, et je voulais essayer de vous en donner une image aussi précise et claire que possible, et je me tiens à votre disposition pour toute question que vous auriez à l'issue de cette session ou tout de suite. Je laisse au modérateur le choix de décider. Merci encore pour votre attention. Eh bien, merci Stéphane Revitch pour ce brillant exposé. Ça n'a pas été un long monologue. C'est quelque chose qui a été, je crois, unanimement apprécié. Je vois les messages qui arrivent sur le côté de l'écran. On a envie de vous écouter encore, bien évidemment, parce que vous n'avez pas tout dit et on aimerait bien savoir plus. Ce que je remarque, et je vais proposer que on vous pose des questions directement, vous pouvez lever la main, bien évidemment, ou cliquer sur la petite main qui apparaît en bas de votre écran. Vous nous avez quand même présenté, je crois, une Europe à la fois très concrète et très pratique. Et si on entend les services météo à la radio parler de Copernicus depuis quelques semaines, on a aussi le sentiment que tout ce travail réalisé, qui est à la fois, et depuis longtemps, vous l'avez dit, un travail de recherche, mais aujourd'hui aussi un travail de surveillance et d'application, ben, ça n'est finalement pas suffisamment connu de nos concitoyens européens. Et voilà, je crois que ce webinaire vise à ça aussi, que chacun de nos membres puisse se former et s'en inspirer pour pouvoir en parler aussi, non pas aussi savamment que vous, bien évidemment, mais être là pour dire que il y a un dispositif qui est complètement européen et qui rend des services, mais alors absolument élargis puisque ça va, vous l'avez dit, je crois, hein, à la fois de la santé, à la montée des océans, mais aussi aux questions d'assurance, à la couverture des risques majeurs en matière d'environnement, les incendies, montée des eaux, tempêtes, etc. Mais aussi cette possibilité que nous avons, vous avez parlé du roaming tout à l'heure, de passer et de vivre en citoyen européen sur ce territoire qui est le nôtre et au-delà. Alors, y a-t-il tout de suite des questions? J'ai remarqué que certains prenaient quelques notes pendant vos propos. Alors, j'imagine que ça peut déboucher sur quelques questions. Maintenant ou tout à l'heure. Quelqu'un veut prendre la parole? Alors, j'ai ici une question qui arrive. Copernicus s'appuie-t-il sur les 27 États membres ou sur un sous-ensemble de coopération renforcée entre guillemets, comme le soutien d'Ariane 6 qui ne mobilise que 22 pays? Alors, Copernicus s'appuie sur plus que les États membres. Il s'appuie sur les 27 États membres, alors avec des contributions différentes. Euh, Chacun des États membres ne fabrique pas un petit morceau du satellite, et chacun selon ses compétences. Mais donc l'ensemble des 27 pays finance l'ensemble. Et nous avons 3 pays collaborateurs ou partenaires qui sont la Norvège et l'Islande et qui donc financent pro rata leur produit national brut. Et depuis quelques semaines, nos amis britanniques ont fait leur retour dans le giron de Copernicus, pour lequel ils financeront, parce que j'ai lu dans la presse, donc c'est pas un chiffre, en tout cas, je ne dis pas que c'est un chiffre officiel, c'est ce que j'ai lu dans la presse, à hauteur de 150 millions d'euros par an pour pouvoir continuer à bénéficier des données, continuer à ce que leurs industriels participent au programme. Donc c'est l'ensemble des États membres, plus ces 3 pays coopérants, plus des États partenaires, enfin, notamment les États-Unis. Une grande partie de nos produits intègrent des données qui viennent de satellites de la NASA, en particulier par exemple pour les feux de forêt ou pour certaines applications de surveillance océanographique. On utilise aussi des satellites américains euh, et on signe de plus en plus d'accords avec le Brésil, l'Argentine et des pays qui ont leurs propres satellites pour pouvoir échanger les données. On leur donne gratuitement et de façon totalement ouverte nos données et on attend qu'ils nous donnent la même chose. Très bien, merci. C'était une question de Pierre-Louis Gatinel, hein, qui est un conférencier pour la Commission européenne,
un membre du Team Europe et que je salue par écran interposé et il peut poser très directement ces questions à l'oral, hein, sans passer aussi par l'écrit. D'autres questions? Non? Bah, écoutez, alors, je vous propose, puisque ça a été annoncé, que l'on passe par la dimension marine, hein, le service maritime, ou un des services du service du programme Copernicus. Toute cette politique de données du service marin, ce qui est mis comme données à la disposition des publics, et on a compris que les citoyens pouvaient avoir accès. Alors j'imagine que sur des choses extrêmement spécifiques, ça n'est pas le cas, mais peut-être que nous allons en savoir plus avec Corinne Derval, hein, qui est gestionnaire de portefeuille et d'intelligence de marché. Alors peut-être allez-vous commencer par expliciter ce qu'est l'intelligence de marché. Je Oui, vous donne la parole tout de suite, Corinne, merci. merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Oui, donc en quelques mots, je travaille à Mercator Océan et je suis responsable des portefeuilles d'intelligence de marché. Ça veut dire, plus simplement peut-être, c'est être responsable de la connaissance de l'offre à Mercator Océan, donc de l'offre de produits océaniques, et de comprendre aussi ce que les utilisateurs actuels ou les futurs utilisateurs ont comme besoin pour qu'on puisse au mieux répondre à ces besoins en améliorant, en développant de nouveaux produits que l'on distribue, notamment dans Copernicus Marine Service, dont je vais vous parler un petit peu plus précisément. Je vais partager mon écran. Donc, alors, est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Très bien, merci beaucoup. Donc, vous voyez en mode présentateur Mercator Océan, hein, c'est ça, hein, vous voyez bien. Vous pouvez même le mettre en plein écran si vous le souhaitez. Oui, c'est ce que normalement j'ai fait, mais voilà, c'est peut-être mieux. Est-ce que c'est mieux? Allons-y, c'est parfait. D'accord, excusez-moi si ça marche, parce que comme j'ai plusieurs écrans, des fois c'est un peu compliqué. Donc, je vais vous dire quelques mots d'abord sur Mercator Océan International. Donc, nous sommes localisés à Toulouse avec un effectif d'environ une centaine de personnes, hein. Nous sommes majoritairement des océanographes, chercheurs et ingénieurs. Donc, les services scientifiques de Mercator Océan servent une mission d'intérêt général, la préservation et l'utilisation durable des ressources océaniques et marines. Nous avons comme vous voyez sur ce transparent, 10 actionnaires engagés qui sont des acteurs majeurs de l'océanographie opérationnelle européenne, hein, ce qui renforce la capacité de Mercator Océan à se développer en Europe et à l'international. Et nous sommes actuellement en phase de transition pour devenir à l'horizon 2025 une organisation intergouvernementale. À Mercator, nous développons des systèmes complexes de simulation océanique, hein, des modèles numériques, particulièrement à Mercator. On s'appuie sur les données d'observation des océans, des données satellites in situ, et qui sont capables de décrire, d'analyser, de prévoir l'état physique, biogéochimique des océans et l'état de la glace marine à tout moment, de la surface ou en profondeur, à l'échelle mondiale ou sur une zone spécifique en temps réel ou différé. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier à Mercator Océan. Alors, Mercator Océan a été choisi par la Commission européenne pour mettre en œuvre le service marin du programme Copernicus depuis 2014. Donc, là, vous pouvez voir que dans le paysage des services Copernicus, nous opérons donc le service marin. Ce service fournit, donc, comme l'a mentionné Stefano Revic, des informations gratuites sur l'état de l'océan. Donc, nous, dans le Copernicus Marine Service, nous parlons d'océan bleu, ce qui concerne toute la physique de l'océan, l'océan blanc qui va donc concerner la glace de mer, et l'océan vert qui va donc décrire tout ce qui est biogéochimique. Donc, sur cette slide, vous voyez ici résumé
l'offre du Copernicus Marine Service, donc qui permet qui supporte la surveillance et la prévision des océans à l'échelle mondiale et régionale. Donc, nous couvrons l'océan global ainsi que toutes les mers européennes. Nous distribuons des produits qui contiennent les variables marines essentielles pour l'océan bleu, donc blanc et vert. Nous avons des données qui vont plus de 30 ans dans le passé, des données en temps réel, et nous faisons aussi des prévisions de l'océan, jusqu'à 10 jours de prévision que nous fournissons tous les jours via notre portail Copernicus Marine Service. Donc, ce service, comme il a été dit précédemment, est gratuit, c'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir sur le portail du Copernicus Marin pour venir chercher de l'information océanique, pour pouvoir aussi télécharger de la donnée. Donc, les données, ça c'est une extraction un petit peu pour avoir une vue d'ensemble de ce que l'on fournit comme type de variables océaniques dans le service marin. Donc, pour l'océan bleu, on va avoir des variables de température, de salinité, de courant, des vagues, du niveau de la mer, des variables de vent. Pour l'océan vert, on va avoir des variables de nectons, de plancton, comme la chlorophylle par exemple, de carbone, des nutriments. Ça couvre un certain nombre de variables comme le phosphate, les nitrates, l'oxygène, ce qu'on appelle le système carboné, c'est-à-dire le pH, l'alcalinité. D'autres variables qui nous permettent de monitorer aussi, enfin de surveiller l'acidification, par exemple, des océans. Et on va avoir des variables d'optique, par exemple la pénétration lumineuse dans l'océan, qui vont nous permettre aussi de détecter et de calculer d'autres variables qui vont être utiles à l'étude de la biologie des océans, par exemple. Et sur l'océan blanc, donc ça va être tout ce qui concerne la glace de mer. Donc on va avoir la concentration, l'extension de glace, l'épaisseur de glace, la dérive de glace, la neige aussi, la surface de la température de la glace. Et là, c'est pas mentionné non plus, mais on a aussi des données de dérive d'iceberg et de présence d'iceberg qui sont disponibles dans notre catalogue. Je vous montrerai un petit peu plus tard ce catalogue. Vous voyez toujours? Oui, j'ai l'impression que le diaporama ne fonctionne pas de manière optimale, mais bon. Donc, ok, je continue. Donc là, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, le Copernicus Marine Service fonctionne avec des partenaires européens, donc qui sont les fournisseurs de données pour le service marin. Donc, ce sont par exemple pour les mers européennes, qui vont sur leur zone pour laquelle ils sont experts fournir les données satellites, les données in situ et les données modèles qui vont être ensuite distribuées dans le catalogue. Alors, il faut savoir, ce qui est très important, c'est que ce sont des longs processus parce qu'il y a des équipes de scientifiques qui travaillent sur le développement de ces produits. Donc, ça prend un temps qui est quand même assez long de recherche, d'élaboration des systèmes, des algorithmes, des modèles. Ce sont des produits qui vont être hautement qualifiés par toute une communauté d'experts européennes avant de pouvoir être distribués sur le portail et pour les utilisateurs qui vont pouvoir venir se servir. Donc, nous avons pour le Copernicus Marine 60 000 utilisateurs enregistrés. Donc, depuis 2014, on a 30% de plus par an d'utilisateurs. Donc, ce qu'on appelle les utilisateurs enregistrés, ce sont les utilisateurs qui vont venir télécharger de la donnée. Donc, pour pouvoir après développer leurs propres applications qui vont servir aussi aux citoyens en aval. Et
par exemple, pour donner un chiffre, on a aussi l'année dernière eu 696 000 visites sur notre site web parce qu'on a les utilisateurs enregistrés qui vont venir chercher de la donnée, mais on a tout un tas d'autres services accessibles sans être forcément enregistrés. Je vais vous montrer très rapidement après. Et donc, tous ces produits, donc ça va aider à soutenir un large éventail de marchés et de politiques environnementales, comme vous voyez là, par exemple, ça va être sur les zones polaires, sur le climat et l'adaptation, la santé de l'océan, mais ça peut être aussi des services côtiers ou alors monitorer un petit peu les événements extrêmes que l'on peut voir. On parle beaucoup des vagues de chaleur dans la Méditerranée, par exemple, cette année. Et pour ça, alors on développe aussi des actions, c'est-à-dire des outils. On fait beaucoup de formations, on propose des ateliers. C'est publié sur le site. Il y a tout un calendrier d'événements. On a des cas d'utilisation sur le site web qui permettent aussi de guider pour pouvoir voir à quoi servent nos produits ou comment utiliser les produits. On fait des campagnes de marketing. Et puis, on est très, très proche des utilisateurs parce que les services Copernicus et le service Copernicus Marine, c'est un service qu'on appelle user-driven, c'est-à-dire que l'on va vers nos utilisateurs, on collecte leurs besoins, on analyse les besoins et on élabore des stratégies à plus ou moins long terme pour pouvoir intégrer des évolutions dans notre offre qui permettront de répondre à ces besoins. Et on a un service utilisateur aussi, qu'on appelle support aux utilisateurs, qui est accessible sur le site web. Et là, tout le monde peut venir poser une question, chercher des renseignements et il aura une réponse en général dans les 24-48 heures. Et voilà, que ce soit des questions sur les produits, sur les services ou sur les outils. Donc, je continue. Donc là, vraiment, très rapidement, je vais vous montrer ensuite sur le portail ce que l'on a. Donc, je vais vous montrer les différents accès au catalogue de produits. On a un accès par des viewers. On a différents types de viewers pour les différents, par exemple, des utilisateurs que l'on appelle les débutants. Ensuite, on va avoir les utilisateurs un peu intermédiaires qui vont pouvoir utiliser ce type d'outils de visualisation. Et puis, pour les experts vont pouvoir aller plus profondément dans les critères de recherche pour pouvoir atteindre vraiment une information très précise pour des scientifiques ou pour des gens qui vont faire de l'activité de recherche derrière. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'Ocean State Report. Donc ça, c'est un rapport qui est publié, qui est annuel, qui donne l'état de l'océan, en fait. Et donc, ce rapport présente, analyse des résultats qui sont sur la surveillance des océans. Donc, ce sont des indicateurs océaniques qui sont calculés à partir de tout ce qui est développé, de tous les produits qui sont développés dans le Copernicus Marine. Je vous montre très rapidement, voilà, bon, ça je vais vous le montrer peut-être sur le site, ce sera plus facile, des cas d'utilisation. Et ensuite, on a aussi des activités d'outreach. Donc, c'est pareil, sur le site de Copernicus Marine, il y a énormément de contenu pour cela. Donc, on a des partenariats pour organiser des événements, des sensibilisations vers le grand public. On a beaucoup d'outils sur le site, ce que l'on appelle des explainers, pour expliquer aussi ce qu'il y a derrière ces produits, parce que ces produits sont issus d'un grand travail scientifique, mais qui est tout à fait qu'il est tout à fait possible de comprendre dans les grandes lignes et de voir un petit peu le déroulé de la construction des produits qu'on fait. Je vais peut-être, alors je ne sais pas si, est-ce que vous voyez toujours mon écran là? Oui. Alors, juste, pardonnez-moi de vous interrompre, je vous redonne la parole tout de suite, mais Monsieur Ourevitch donc est à Panama, il a des rendez-vous tout de suite derrière, et il se propose de répondre à des questions éventuelles entre maintenant et 19h30.
D'accord, ok, parfait. Je vous ferai Désolé, une petite Corinne. démonstration après. J'arrête le Il y a partage. aucun souci, il y a aucun souci, Monsieur Andreevich. On va continuer à discuter ensuite, mais alors, je crois qu'il y a peut-être une question pour vous ou pour Madame Derval. Je ne sais pas, c'est une question de Michel Lestume. Est-ce que Michel Lestume, qui est présent, peut poser sa question? Oui, je suis là, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, Bon, Oui. mais tu peux poser la question, c'était juste une remarque. Moi, je suis toujours ébloui par les satellites et ce qu'on en tire, mais vous dites que toute personne peut avoir accès à cette information, ce qui est, je trouve, très bon. Mais la contrepartie de cela, êtes-vous certain que tous les gens qui parlent de vos produits ou qui les utilisent ont reçu une information minimale pour savoir comment utiliser des outils qui finalement sont très complexes parce qu'il faut appel à tous les secteurs de la science et basés sur beaucoup d'expérience. Donc, je sais que vous avez des produits, vous en avez parlé, qui sont de haute qualité, produits de formation, mais malgré tout, quelquefois, j'ai l'impression que ceux qui transforment vos données en informations, je suis désolé de dire qu'il me semble ne pas être de niveau. Alors, merci pour votre question. Euh, Comme je le disais, moi j'ai fait des études de sciences politiques. Et c'est vrai qu'on peut faire des grosses erreurs. Je me souviens un jour d'avoir, je regardais un lac à Bangalore en Inde et je voyais la surface. J'utilisais une espèce de filtre spécial qui permet de voir qui permet de voir l'eau. On voit vraiment l'eau en tant que de couleur très bleue. De temps en temps, on la voyait pas. J'avais l'impression que le lac se vidait. Et donc, je dis, bah, c'est Dieu, ce lac se vide. Et quelqu'un me répond, mais pas du tout, monsieur. C'est simplement le fait qu'il est recouvert d'espèces de nénuphars qui se déplacent avec le vent. Et du coup, on voit de temps en temps, du vert au lieu du bleu, et on pense que tout d'un coup, il y a de la végétation et plus de l'eau. Donc oui, effectivement, il faut être très prudent et savoir utiliser. Je dirais que déjà, au moins, la zone exactement brûlée par l'incendie de l'Andiras dans les Landes, euh, il faut pratiquement aucune formation pour aller la voir. C'est visible à l'œil nu. Et en revanche, d'autres choses requièrent évidemment une formation particulière qui parfois même peut prendre des années. Il n'y a pas de solution miracle. Ce que je peux dire, c'est qu'on fait le maximum parce que justement, on a créé un océan une immensité de données et il faut que les gens s'en servent au maximum. On essaye de faire des webinaires, on essaye de faire des MOOC, une espèce de cours online. Mercator Océan dans la marine fait un énorme travail de vulgarisation en organisant des formations. Il y a même des formations spécifiques pour les journalistes. On a organisé avec l'Organisation européenne d'exploitation des satellites météorologiques, EUMETSAT, une série de webinaires. On a eu, je crois, 4000 inscrits avec des journalistes du Monde, du Washington Post, de Reuters, de la BBC, etc. Et on a produit à cette occasion un guide des bonnes pratiques dans lequel, si on le lit, on y arrivera plus ou moins. Cela dit, il m'est arrivé de faire, pour nous, il n'y a pas de petits clients, entre guillemets. J'ai passé 3 heures et demie avec 3 journalistes de la République du Centre-Ouest. C'est un très bon journal, mais c'est pas Le Monde, c'est pas Le Figaro, pour leur expliquer comment visualiser les zones, l'humidité des sols, pour évaluer l'intensité de la sécheresse autour d'un certain nombre de petites villes de la région que couvre ce quotidien régional. Donc la réponse est oui et non. On fait de notre mieux et tout pour aller sortir les courants et les utiliser à partir des données du service marine de Mercator Océan. Il faut effectivement une formation, c'est pas à la portée des utilisateurs. Mais je dirais c'est un peu comme Monsieur Jourdan, quand vous ouvrez l'app météo pollen, vous ne savez pas que c'est du Copernicus, et à la limite peu vous importe. Ce qui compte, c'est vous êtes sensible au pollen et l'application vous prévient. Merci. Voilà, je vais être obligé de vous laisser. Je suis confus, mais comme je participe à une conférence, je suis dans le panel qui suit en table ronde. Je suis obligé d'y aller après leur déjeuner, que j'ai passé avec plaisir avec vous. Notez bien surtout l'adresse à la fin de ma présentation, support
@copernicus.eu. Les moindres questions, il n'y a pas, il y a pas de sotte question, il n'y a que de sottes réponses. Donc, n'hésitez pas, passez l'information dans vos réseaux. On est là pour vous répondre. Je crois que j'ai quelques collaborateurs en ligne, mais j'en suis pas certain, Oui, qui Evan peut-être. Franck est en ligne. Ah, alors Evan est là, donc si jamais il y a autre chose, Il aura la parole, il il, peut se préparer s'il le souhaite. il, Hein. il me racontera. Voilà. Je vous remercie en tout cas beaucoup de l'intérêt que vous portez à Copernicus. C'est Euh, nous qui vous remercions d'avoir accepté d'intervenir dans ce webinaire. Moi, je retiendrai une chose, c'est que vous nous avez quand même parlé de l'infiniment petit, de l'infiniment lointain, et vous nous avez surtout parlé de l'infiniment précis. Donc voilà ce que je vais retenir de votre intervention, et sans vous retarder plus, encore merci. Et Merci belle à vous et à merci merci aux collègues de Pôle Mer Bretagne, de Mercator et des autres organisations qui font partie de notre écosystème de prendre la suite. J'en suis reconnaissant d'être toujours disponible quand il s'agit d'évangéliser, de porter la bonne parole de Copernicus. Donc merci et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et Corinne, Madame Derval, pardon, je vous redonne la parole en étant désolé d'avoir eu cette petite interruption. Vous allez retrouver le fil, j'imagine, du propos. Alors, pour répondre à votre question, oui, on voyait bien les slides. Euh, D'accord. on peut donc reprendre le fil, à moins que vous n'ayez à votre tour une réponse complémentaire à apporter à Monsieur Le Stum qui posait sa question sur les importateurs. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, nous, à Mercator Océan, donc pour le Copernicus Marine Service, on a vraiment là des objectifs et on a déjà commencé à mettre un gros effort justement sur rendre accessible toute cette information au grand public et à tout le monde, à communiquer. Donc, c'est ce que disait Monsieur Ourevitch juste avant. On organise beaucoup de workshops. On essaie de faire ou des trainings qui sont dédiés. Il y avait celui justement qui était dédié aux journalistes. Et on essaie aussi de faire des trainings plus thématiques, par exemple, ça peut être sur le côtier, ça peut être sur les zones polaires, pour pouvoir vraiment expliquer le contenu de nos produits, parce qu'on a effectivement énormément de choses. On est ce qu'on appelle un core service, donc c'est-à-dire qu'on va mettre à disposition toute l'information qualifiée sur le portail du Copernicus Marine. Et après, effectivement, on a vraiment besoin de développer des outils pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir comprendre comment ils sont construits. Et puis c'est pour ça que voilà, on fait des cas d'utilisation, on montre beaucoup de choses. Et si je peux repartager, mais vraiment pendant 2 minutes, je vais vous montrer quelques petits exemples de ce que vous pouvez trouver sur le site. Alors, j'espère que là, vous allez encore voir mon écran comme il faut. Donc là, normalement, vous devriez voir le portail Copernicus Marine. Vous le voyez? Oui, oui. Donc voilà. Alors là, je vais vous montrer rapidement. Donc là, c'est le portail. Quand vous arrivez sur le site du Copernicus Marine, vous avez l'accès aux produits océaniques, au rapport donc de l'état de l'océan dont je vous ai parlé, aux indicateurs océaniques aussi, et puis à la visualisation. Alors, je peux vous montrer, donc ça, ce sont des différentes entrées. On peut accéder le catalogue de produits par ici. Je vous montre très, très rapidement. On a 275 produits en tout, qui sont des produits de modèle, des produits satellites, des produits in situ. Et j'ai oublié de préciser que pour les produits modèles, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise tout ce qui est disponible comme produit d'observation satellité in situ. On va les assimiler au modèle pour que le modèle colle au plus près de la réalité, toujours, toujours, toujours. Donc, à chaque fois que l'on recalcule, on va assimiler ce qui est disponible. Donc, ce que les autres services Copernicus, y compris les données Sentinelle dont parlait M. Ourevitch précédemment, vont être intégrés dans tous les produits distribués aussi dans Copernicus Marine. Ensuite, je voulais vous montrer euh, l'autre entrée, pardon, par l'outil de visualisation qui est très intéressant. On a 3 niveaux d'outils de visualisation, comme je le disais tout à l'heure.
Et ici, je voulais juste vous montrer celui-ci qui permet d'avoir une vue. Je vous montre les courants, par exemple, hein. Ça commence en 2022. Et en fait, on a utilisé pour ça notre modèle global qui permet de rejouer sur 30, oui, ça commence en 2022. Donc là, c'est sur un an, ouais, l'évolution, donc là, on va avoir des évolutions par jour, hein, des courants. Et là, vous pouvez, par exemple, aller voir les différents océans du globe et observer les courants. Ensuite, ces données-là, vous pouvez les récupérer. Si vous voulez les avoir, vous pouvez en faire des cartes aussi grâce aux autres outils de visualisation qui sont intermédiaires et experts. Mais voilà ce que l'on peut trouver. On peut voir la salinité, on peut voir la température, par exemple, et on peut observer voilà, les variations de température sur une année dans la Méditerranée, par exemple. C'est un viewer qui est assez, je dirais, convivial et qui fonctionne bien. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aussi pour trouver de l'information sur le site, alors voilà, on a toute une série de ce que l'on appelle les Ocean Explainers. Donc là, ça va être des infographies qui vont expliquer ce qu'est l'océan opérationnel. On va avoir voilà, des articles qui vont être assez faciles d'accès finalement, hein, pour avoir une vue d'ensemble un petit peu sur ce qu'on fait pour Copernicus Marine. On va avoir des cas d'études. Alors, c'est des cas d'utilisation, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous pouvez, par exemple, choisir un marché qui peut être, par exemple, on pourrait prendre bon, Polar Environment Monitoring, et puis ici, regardez par exemple une application. Là, c'est une application, c'est une entreprise qui utilise les données de Copernicus pour regarder les routes polaires pour optimiser un petit peu les routes polaires et les trajectoires. Donc, on a aussi, si je le retrouve sur la Méditerranée, euh, euh, on va voir. Alors, sur la région, on peut filtrer par la région sur la Méditerranée. On va avoir ici une application donc sur les marines heat wave, donc c'est les vagues de chaleur, hein, sur Méditerranée. Et donc, vous avez accès au cas d'utilisation, donc qui explique ce qui est fait. Avec les données qui sont utilisées ici, qui sont des données de Copernicus Marine. Et donc, par exemple, cette application-là permet de faire un bulletin toutes les semaines de l'état de la température en Méditerranée. Et ça permet voilà, de surveiller. Donc, ça utilise des prévisions aussi. Donc, ça permet de voir à plus 10 jours s'il y a des indicateurs qui vont montrer qu'il va y avoir une nouvelle vague de chaleur, par exemple. Et ensuite, je voulais vous montrer donc l'Ocean State Report, hein, qui est, vous pouvez l'accéder aussi sur le site, qui va être un rapport. Là, c'est un résumé, c'est ce qu'on appelle le summary, qui est vraiment très instructif bon, ça marche pas très bien comme ça, assez facile d'accès dans le sens où ce sont des infographies qui vont donner de l'information, notamment par exemple, on va avoir des indicateurs sur l'élévation du niveau de la mer, sur la surface de la température à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle globale, et on va voir par rapport donc les tendances en fait, si la température augmente ou pas. Par exemple, dans la Méditerranée, on voit qu'effectivement on a une augmentation de 0,34 degrés donc par rapport à la période de référence qui est la période 93-2022. Et pour finir, juste rapidement, je vous montre cette vidéo que l'on a faite avec notre modèle global de Copernicus Marine qui montre les maximums et minimums de volume de glace dans l'Arctique donc là, ça va faire sur les 30 dernières années. Donc sur la gauche, vous voyez là l'extension de glace sur l'Arctique. Et ici, pour chaque année, on voit que donc on a le maximum qui se situe à peu près en avril et le minimum en septembre. Et au fil du temps, ce qu'on observe, donc là on est en 2022, donc la courbe se trace automatiquement.
au fil du temps, ce que l'on observe, c'est que malheureusement, on voit que ce volume de glace de mer diminue de manière très, 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 très inquiétante. Voilà, donc ça montre un exemple de ce que l'on peut surveiller, par exemple, avec les données du service marin de Copernicus. Donc voilà, donc là, ça va jusqu'en 2023, hein, la petite vidéo, et on voit que malheureusement, c'est de plus en plus, ça diminue vraiment de plus en plus. Voilà, je vais arrêter là le partage. Voilà, et merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai très contente d'y répondre. Merci beaucoup pour cet exposé extrêmement clair, et pas très rassurant en même temps sur la fin. Je suis désolée. On se dit qu'on pourrait extrapoler et on devine aisément ce qui nous attend. En tout cas, ce qui peut attendre à notre planète. Et sans plus attendre, alors je vais donner, et on répondra aux questions, on peut se préparer, mais je donne la parole à Sophie Tordillier du Polmer, qui se demandait si on allait lui laisser le temps nécessaire pour qu'elle puisse s'exprimer. Oui, Sophie, vous allez pouvoir le dire. Je vous donne tout de suite la parole et on se prépare pour les questions éventuelles. Donc, après l'infiniment haut, les satellites, nous sommes venus sur les océans. On ne quitte pas véritablement les océans, mais on vient vers une des ambassades, hein, si j'ai bien compris ce qui a été dit tout à l'heure. Il y en a 340 ou 345 qui sont des ambassades de Copernicus. Et vous représentez, Sophie Tordillier, Copernicus, vous êtes un relais de Copernicus ici en Bretagne, à Brest, et on vous donne la parole pour nous expliquer les relations que vous avez avec l'écosystème, les projets que vous menez avec le SNES sans doute, et puis surtout nous dire ce qu'est le booster MoreSpace. Merci Emmanuel et merci de m'avoir invité. Je m'inquiétais pas trop parce que je serais pas forcément très longue. Je pense que toute la partie de présentation et technique a déjà été présentée. Mon idée c'était plus de donner un peu l'idée de comment sur le territoire justement on anime un petit peu cet écosystème pour voir un petit peu comment on travaille et avec les autorités locales et avec les entreprises. Donc effectivement, donc je travaille pour le Polmer Bretagne Atlantique. Je suis là aujourd'hui avec la casquette Copernicus Relais, qui a donc été ce label qui a été donné à la structure par son implication dans des projets spatiaux avec le booster MoreSpace. Et je vais effectivement vous faire une introduction rapide sur le Polmer, sur le booster, et pour expliquer un petit peu comment on se positionne dans l'écosystème. Alors, j'espère que vous voyez mon PowerPoint qui défile. OK. Alors, juste pour expliquer un petit peu pourquoi, parce que ça peut paraître un peu obscur. Donc, je travaille pour le Polmer, qui est un pôle de compétitivité. L'ADN des pôles de compétitivité, c'est de stimuler l'innovation dans l'écosystème, donc des projets collaboratifs innovants. Le Polmer, sur la thématique maritime, et le Polmer Bretagne Atlantique, plus particulièrement en Bretagne et dans les Pays de la Loire. On a un pôle jumeau, on l'appelle le Polmer Méditerranée, qui lui s'occupe des façades Méditerranée et Atlantique Sud. Donc on travaille avec des entreprises qui sont adhérentes en fait à nos structures et on essaie de les accompagner dans leurs projets d'innovation sur plusieurs thématiques que nous on appelle les domaines d'action stratégiques. Donc les domaines d'action stratégiques du Polmer, enfin des deux Polmer d'ailleurs, ce sont des thématiques comme port, logistique et transport maritime, défense, sécurité et maritime, naval et nautisme, ressources énergétiques et minières marines, ressources biologiques et environnement et valorisation du littoral. Donc on travaille sur ces domaines d'action stratégique. On a des thématiques qui sont transversales, notamment la transition écologique et la transformation du numérique. Mais on pourrait ajouter les questions du spatial, parce que comme vous avez pu le voir dans ces 6 domaines stratégiques, on a vu dans les exemples qui ont été donnés dans les présentations précédentes qu'on va avoir des applications qui vont pouvoir permettre de répondre en fait à ces domaines grâce aux données Copernicus. Donc c'est vrai que en tant que Polmer, on travaille beaucoup en fait finalement avec les données qui sont distribuées par les services Copernicus et particulièrement le service maritime.
Ça, c'était pour vous introduire un petit peu les raisons. Et donc, le pôle mer s'est engagé avec d'autres pôles de compétitivité, j'en parlerai juste après, un peu plus profondément sur les sujets justement de l'espace, en co-construisant, je vais vous expliquer juste après, cette structure, qui est le More Space Booster, un booster. More Space, donc pas pour plus d'espace, mais pour More en breton, qui veut dire mer, donc c'est mer et espace. Donc l'idée étant de travailler au sein de la structure du pôle mer pour stimuler les projets d'innovation qui utilisent les données du spatial et particulièrement donc celle de Copernicus sur les différents sujets que j'ai évoqués précédemment. Alors juste un petit pas de côté pour éclaircir un petit peu la construction. Donc le booster, ça c'est une initiative pour le coup. Là on a parlé d'Europe. Moi je vous parle un petit peu de local quand je vous parle du pôle mer Bretagne-Atlantique parce qu'on est vraiment une entité qui est régionale. Et puis il y a aussi cette partie nationale qui vient se positionner entre les deux. Et les réseaux des boosters, l'initiative des boosters, c'était une initiative du COSPACE, qui est le Comité de concertation État-Industrie pour l'espace, donc qui est structure française, qui avait fait le constat qu'on avait un fort atout en France dans le secteur spatial et qu'on avait une importance stratégique grandissante à utiliser les données du spatial pour planifier faire de la planification dans différents domaines applicatifs, dont le maritime, mais ça s'applique aussi, on l'a vu tout à l'heure, à l'agriculture, à l'urbanisation. Et donc, est créé donc, ce réseau de boosters. Donc, on est 7 sur le territoire français avec une entité qui se trouve en Guyane. On se répartit, on va dire, les zones géographiques, mais aussi les thématiques. Voilà. Et donc, l'idée, c'est, comme celle des pôles de compétitivité, c'est de promouvoir l'utilisation des données et technologies spatiales pour pouvoir créer de nouveaux produits et de services, accompagner les projets innovants et apporter un support aux entreprises et aux startups. Et comme le disait en fait Madame Derval tout à l'heure, en fait, il y a ce travail d'identification des besoins qui est très important pour pouvoir essayer d'utiliser au mieux ces données pour les utilisateurs finaux qui sont souvent des collectivités territoriales, les autorités publiques locales ou nationales ou européennes. Et donc, on a besoin d'identifier ces besoins pour derrière essayer de favoriser les projets qui vont aller venir combler ce besoin. Et c'est ce qu'on fait avec les pôles de compétitivité, les boosters. C'est de venir amener l'information aux entreprises, aux industriels qui veulent s'engager pour qu'ils viennent combler, entre guillemets, on va dire, les trous dans la raquette et pour pouvoir apporter le service dont les utilisateurs finaux ont besoin. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là, en fait, l'idée, c'est vraiment d'animer l'écosystème, de faire descendre cette information. Et c'est pour ça que, finalement, nous sommes Copernicus Relais. L'idée, c'est de faire descendre cette information de la Commission européenne, des différents services. Là, dans le cas du pôle mer, particulièrement le service marine, mais de faire descendre cette information, d'animer un écosystème qui mélange le public et le privé, de discuter des besoins et d'essayer de trouver des passerelles. Voilà, pour faire simple, c'est ça l'idée, c'est ça le rôle, quelque part, Copernicus Relais. Il y a ce pendant qui est fait aussi par les Copernicus qu'on dit académie, qui, eux, sont, comme le disait tout à l'heure le monsieur de la Commission européenne, visent plus à animer cet écosystème d'un point de vue plus académique. Voilà. Et on travaille tous les mains dans la main pour avancer. Voilà, bon, je vous ai un petit peu dit déjà ce qu'il y a sur la slide suivante. Juste pour dire qu'en fait, cette animation, elle se fait à plusieurs échelles. Donc, nous, par exemple, les boosters, on travaille beaucoup avec le CNES, avec notre agence nationale spatiale pour créer des outils. Là, par exemple, on est sur un sujet de cartographie des acteurs du spatial qui utilisent justement les données du spatial pour fournir des services. Donc là, cette cartographie, elle est en cours de construction, mais c'est quelque chose qu'on va pouvoir donner comme outil aux autorités locales, publiques.
Et puis, on a aussi des missions au niveau de l'Europe, avec la Commission européenne et les partenaires européens qui sont les autres agences spatiales ou les autres universités, où on est toujours dans cette démarche, hein, c'est toujours la même, hein, c'est d'augmenter l'adoption d'utilisation des données, d'identifier les acteurs, d'identifier les besoins et d'essayer de se coordonner dans ces différents aspects. Donc là, j'ai mis un ou deux exemples. Par exemple, là, en ce moment, on travaille sur où sont les besoins dans la mise en œuvre des directives européennes en matière de protection des océans. Au niveau européen pour essayer de coordonner un petit peu nos besoins et trouver des solutions ensemble avec les partenaires européens. On a aussi, il y a aussi des aspects de projection aussi des capacités européennes à l'international voilà, pour défendre un petit peu nos compétences européennes dans ce cadre-là. Voilà, je pense avoir fait le tour. Je vais vous passer rapidement. J'ai quelques petits exemples d'entreprises avec qui nous on travaille et qui fournissent ce genre de services, qui utilisent les données qui sont mises à disposition. Mais je pense que ces cas d'usage, effectivement, on peut les retrouver aussi sur le site de Copernicus Marine Service. C'est des cas qu'on connaît tous un peu. Donc là, par exemple, on a une entreprise ici qui va faire des cartes de turbidité qui vont permettre de suivre les impacts d'un chantier donc sur la turbidité marine. Donc là, on a un exemple. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, je vous montre, c'est plus pour imager. On va avoir une autre boîte qui s'appelle Hightech Imagine, qui travaille sur différents spectres, qui peut produire des cartes. Là, on voit à Mayotte, dans le lagon de Mayotte, la possibilité d'identifier les différents biomes du lagon avec, là, on voit coraux, algues, herbiers, sable. Donc, ça permet de mieux appréhender l'environnement pour pouvoir mieux le protéger derrière. Ici encore une image de la boîte IC. Donc on a beaucoup aussi de travaux sur la bathymétrie, donc sur la profondeur en fait, que ça soit au niveau des côtes ou sur des profondeurs plus importantes. Donc il y a plusieurs techniques différentes. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour pouvoir observer ça, mais ça c'est quelque chose qui est là, notamment sur le littoral pour l'aménagement du territoire et de la ligne de côte. C'est des informations qui sont très importantes. Voilà, bon, on est toujours un petit peu là. Là, cette slide montre plus l'impact de l'historique aussi, parce que l'intérêt aussi de ces données, mais ça a déjà été dit plusieurs fois, c'est d'avoir un historique et de pouvoir avoir un suivi dans le temps un petit peu des actions et des changements sur l'environnement. Et puis, alors là, c'est pareil, je suis un petit pas de côté, mais c'est assez intéressant. Alors non, pardon. Là, on est sur CLS. On parlait tout à l'heure de dérives d'iceberg. Donc là, typiquement, c'est une carte qui va montrer une dérive d'iceberg avec la probabilité de pouvoir les trouver dans des zones. Donc ça, c'est une modélisation de projection qui permet de sécuriser la navigation. Et puis dernière, petit pas de côté, ce que je vous disais. Donc là, on a une boîte c'est un petit pas de côté parce qu'il envoie ses propres constellations de satellites, mais il travaille aussi avec des données Copernicus sur d'autres aspects, mais il envoie ses satellites pour pouvoir détecter les signaux radiofréquences des navires et ça leur permet d'identifier des navires qui sont dans des eaux de manière illégale, qui font de la pêche illégale, etc., etc. Donc voilà, c'était juste un petit panel d'exemples de ce que les boîtes peuvent faire, de besoins qu'ils peuvent combler et ce qu'on essaie de faire main dans la main avec le service de Mercator Océan et puis la Commission européenne et les partenaires européens, c'est de faire remonter toutes ces informations qu'on a nous en local et inversement pour essayer de stimuler ce genre de solutions innovantes. Je vous remercie. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'avais pas l'heure sous les yeux. Parfait, il nous reste quelques toutes petites minutes pour répondre à d'éventuelles questions. Donc, je donne la parole à celles et ceux qui souhaitent s'exprimer, une question, une remarque, une interrogation. Voilà, la parole est à vous. N'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Ah oui, je sais, c'est toujours difficile. C'est impressionnant. Hein. Par exemple, tout à l'heure, M. Jurevich nous a dit qu'il y avait plein d'applications, que tout était gratuit, vu qu'on payait déjà 2 € par an. Est-ce que c'est le cas aussi avec
Polmer et Marine, est-ce que c'est gratuit ou est-ce que ce sont des applications payantes? Parce que je crois comprendre que vous travaillez avec des sociétés, avec des municipalités ou des conseils généraux ou autres, départementaux, régionaux. Je Oui, sais pas Madame si Derval, peut-être je vous laisse je commence. répondre. Je pense que vous avez, ouais. Alors, pour ce qui est du Copernicus Marine Service, tout ce que je vous ai montré sur le portail, hein, ce catalogue de données avec environ, on va dire, un petit peu moins de 300 produits, tout ça, c'est gratuit. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, ce sont des données qui sont téléchargeables. La documentation qui va avec est à disposition aussi. Et donc, n'importe quelle entreprise, privée, publique, comment dire, les décideurs locaux, les politiques peuvent venir se servir. Et ensuite, dans les cas d'études, donc je pense que c'est pareil du côté de Polmer, hein, dans les cas d'études, ce sont des entreprises privées ou publiques, ou des universités, ou des chercheurs, ou des organisations internationales aussi qui viennent se servir peuvent faire enfin, c'est ce qu'on appelle la blue economy en fait, hein. Donc, ils peuvent développer des applications qui vont être payantes, hein, qui après vont pouvoir bénéficier aussi aux, aux collectivités locales. Ou, voilà. Donc, nous, à notre niveau, en tout cas, tout ce qui est délivré par les services Copernicus, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Ensuite, l'activité qui, derrière, en découle. Donc, voilà, ça peut être des compagnies privées qui vont créer justement de l'activité avec nos données. Eh bien, Merci. D'autres questions, remarques? Alors, moi, j'avais juste une remarque, enfin, c'est plus une remarque ou un commentaire, c'est que finalement, on est passé de l'œil de Moscou à l'œil bienveillant de Bruxelles, d'une certaine manière, un œil qui nous protège, qui nous accompagne au quotidien, parce que, bien sûr, il y a les catastrophes, on est bien placé ici en Bretagne pour prendre la dimension de la dernière tempête, mais tout à l'heure, Monsieur Orevitch parlait des pollens. Hein, on voit que c'est vraiment de l'écran solaire, enfin l'écran total. On voit que l'Europe est vraiment très proche de cette dimension infinie, enfin avec cette dimension scientifique très loin, qui pourrait paraître très lointaine, elle est finalement très très proche. Donc il y a vraiment cet œil bienveillant, je dirais, et puis c'est vraiment ça que je tiens à souligner, enfin que j'ai trouvé très très présente dans ce webinaire. Merci. D'autres remarques? J'ai une question Bien sûr. à Corinne Derval. En quelle langue on peut accéder à l'information sur le site de Mercedes Océan? Sur le site donc Copernicus Marine, on peut accéder à l'information en anglais, en français, en allemand, en espagnol, en italien, hollandais, polonais, portugais, roumain. Voilà. Donc, on a fait cet effort-là aussi sur Copernicus Marine, et je crois qu'il y en a d'autres, je n'ai pas tout sous les yeux, de manière, et on continue à le faire parce que tous les États membres ne sont pas représentés là, mais on fait cet effort-là aussi de traduire l'information dans toutes les langues européennes, en fait. Donc voilà, mais en tout cas, vous trouverez absolument tout en français et en anglais, ça c'est sûr, en espagnol aussi. Et pour le reste, normalement, vous devriez pouvoir trouver dans toutes les langues que j'ai citées. Et si ce n'est pas le cas pour toutes les pages, en tout cas, c'est en train de le devenir. Voilà. D'accord, merci. Questions? Non? Bah, écoutez, il me reste à vous remercier puisque nous arrivons au terme, et nous sommes à l'heure, au terme de ce webinaire. Qu'est-ce que je pourrais dire pour conclure? Qu'est-ce qui me marque, hein, c'est que il y a ce lien étroit entre le spatial et l'océan. En tout cas, vous nous l'avez démontré ce soir. Une surveillance, comme disait Marie-Laure à l'instant, une surveillance bienveillante de notre Terre au service des citoyens que nous sommes.
un moyen de nous rassurer aussi, parce que, bon, on voyait tout à l'heure avec le déplacement, la fonte des glaces, une certaine inquiétude, hein, inéluctable si l'on peut dire, mais en même temps, on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. Hein, et donc, à nous de prendre, en tant qu'habitants de cette planète, les dispositions qui s'imposent. Une remarque aussi, c'est que l'intelligence artificielle est aujourd'hui omniprésente dans nos vies, dans tous les systèmes qui nous entourent et ils sont nombreux. Et une intelligence artificielle qui n'est pas forcément dangereuse, comme parfois on veut le dire. Bien sûr, il y a des dérives et il y en aura, mais c'est une intelligence au service des collectivités, des industriels également, de manière à bien préparer aussi cette planète et penser à nos écosystèmes, hein, parce que c'est ça le cœur aussi, hein, les écosystèmes qui sont les nôtres. Une Europe qui, par Copernicus, entre autres, souhaite finalement déceler les besoins. Et ça c'est important, cette idée qu'il existe des besoins, il faut les comprendre, il faut les saisir les complexités pour mettre en œuvre des politiques complètement adaptées. Et puis, je terminerai parce que on sent qu'il y a une stratégie de longue date qui n'est qu'au début finalement, parce que ça va se poursuivre. Mais il y a aussi cette idée de transparence. Je crois qu'il faut le souligner. Copernicus, c'est quelque chose d'extrêmement transparent. Vous l'avez dit, c'est ouvert à tous et c'est gratuit. Donc, il n'y a pas de frein. Finalement, même si certains domaines n'ont pas pu être abordés ce soir et nous en étions friands. Je pense par exemple à la sécurité ou aux situations compliquées de conflits qui existent aux portes de l'Europe. En tout cas, merci. Merci à vous trois d'avoir accepté cette invitation à ce webinaire. On aime bien organiser des webinaires parce que ça participe à notre édification. C'est une belle formation pour nous parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas et on est heureux et nous sommes friands. Et puis à notre tour aussi, par notre activité, de pouvoir transmettre un certain nombre de connaissances ou d'informations. Les adresses seront sur notre site, bien évidemment celle du Support Office pour la Commission européenne, je pense à la DG Défi. Et puis, si vous l'acceptez, envoyez-nous vos slides de manière qu'on puisse les publier sur notre site. Ce sera aussi avec grand plaisir. Merci Sophie Cordillier, merci Corinne Derval, merci Stéphane Ourevitch pour votre présence et votre participation. Et on vous dit, Kenavo, à bientôt. À bientôt.